Alors, à la question de savoir, est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme de suivi des conclusions du huis clos que nous venons d'avoir avec Ali Daras? Oui, nous avons le comité exécutif de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, qui regroupe tout le monde. N'oubliez pas que la rencontre avec Ali Daras s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Je n'ai pas rencontré Ali Daras à deux. Il y avait les garants et les facilitateurs. Donc, tous les engagements pris par Ali Daras par écrit. Sa dernière sortie à travers le communiqué qui est rendu public le samedi dernier, nous allons analyser tout cela dans le cadre du comité exécutif de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Mais je vous informe que déjà aujourd'hui, avec les garants et les facilitateurs, nous nous sommes rencontrés pour faire déjà des premières analyses sur le comportement de Ali Daras depuis la fin de ce huis clos. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le DDR, vous savez que le DDR est un long processus. Aujourd'hui, logiquement, même le DDR, avant d'aller aux élections de 2016, dans le cadre de la transition, on aurait pu organiser le DDR. Mais personne n'y a pensé. Donc, le président de la République est venu trouver cette situation en l'état. Dans certains pays, le désarmement a duré plusieurs années. C'est un processus qui est compliqué. Dans notre contexte, sous l'autorité du président de la République, nous avions voulu d'un DDR concerté. Ça veut dire qu'il fallait définir la stratégie avec les groupes armés, avec l'objectif de garantir son succès. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie. Nous essayons de mettre en œuvre donc le programme. Notre difficulté, c'est que dans les dossiers du DDR, on devrait avoir 4 unités d'exécution pour essayer de mener le programme simultanément dans plusieurs parties du pays. Mais en raison de l'étroitesse des ressources disponibles, parce que le DDR, il nous fallait plus de 45 millions de dollars. Alors, en fonction donc de l'étroitesse des possibilités, depuis on travaille qu'avec 2 unités d'exécution. J'ai tenu des réunions pour étudier la possibilité d'augmenter les unités d'exécution. Mais on n'a pas encore trouvé de solution. Donc, l'inconvénient, on est que lorsqu'on envoie les unités d'exécution dans une région, il faudrait que ces unités terminent l'opération avant de se retourner pour aller dans une autre région. Évidemment, ça prend du temps. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, est déterminé à conduire le DDR jusqu'à son terme parce que nous devons de retirer les armes qui sont en circulation et qui entretiennent encore l'insécurité dans le pays. Alors, quelle est la situation du DDR aujourd'hui? La situation du DDR est simple. Nous avons déjà terminé quasiment le DDR au nord-ouest du pays. Tous les groupes armés qui se trouvent au nord-ouest du pays ont fait le DDR, ou du moins une partie de ses composantes. Il ne reste que les 3 R de Abbas Sidiki, dont le reliquat des hommes n'a pas encore fait les 2 D, c'est-à-dire le désarmement et la démobilisation. À la date d'aujourd'hui, nous avons aussi entrepris le DDR au nord-est, notamment à Ndélé. Et comme je l'ai dit, nous allons poursuivre ce DDR-là à Kakabandoro et à Bria ainsi qu'à Birao. L'engagement du gouvernement est de faire le désarmement dans toutes les composantes. Ça veut dire que par région, nous devons faire le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le rapatriement. Vous constaterez que par région, nous nous engageons là où il y a déjà de bonnes volontés. Mais nous avons la responsabilité de terminer le programme dans toutes ses composantes et nous nous y employons actuellement. Le cantonnement, à la vérité, aujourd'hui, il n'y a aucun partenaire qui paye le cantonnement. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe armé est désarmé et démobilisé, nous n'avons pas de ressources pour prendre en charge les ex-combattants qui sont cantonnés à un endroit donné. Mais la solution que nous avons trouvée, c'est qu'avec l'appui des États-Unis, aussitôt après le désarmement et la démobilisation, nous
prenons une partie de ceux qui sont désarmés et démobilisés dans les unités spéciales ministres de sécurité. Nous étudions la possibilité de prendre 10% de ceux-là pour les mettre dans les corps habillés, la police, la gendarmerie ou l'armée, pour ceux qui répondent aux critères d'intégrer les corps habillés, et le reste, nous les envoyons immédiatement pour la réinsertion socio-économique. Donc avec Acted, nous avons les ressources pour que nous n'ayons pas de problème par rapport à la question de cantonnement que personne ne veut prendre en charge. Pour ce qui concerne les élections, aujourd'hui, nous prenons des dispositions pour qu'aucun groupe armé ne fasse obstacle ou entrave au processus électoral. D'ailleurs, nous avons un plan de pacification, un plan de sécurisation des élections qui aujourd'hui permet à l'armée nationale et à la MINUSCA d'accompagner tout mouvement de l'ANE ainsi que des candidats aux différentes élections sur le terrain. Le plan de sécurisation, la mise en œuvre a eu un petit problème de démarrage, mais aujourd'hui nous avons pris toutes les dispositions pour que maintenant les missions de l'ANE soient accompagnées par nos forces de défense et de sécurité, ainsi que par les éléments de la MINUSCA. J'ai donné l'ordre pour que l'ANE fasse une planification globale de ces mouvements, de façon à nous permettre donc d'appliquer le plan de sécurisation. De même qu'au niveau du CES, des messages sont lancés à l'endroit des responsables des groupes armés pour qu'ils puissent soutenir le processus électoral dans le sens de ne pas faire une entrave sur les différentes mobilisations sur le terrain. Maintenant, répondant à la question de Ndekeluka, j'ai dit ici que nous avons, après que Sidi Kiabas ait fait le DDR, nous l'avons ramené à boire. Ce qui a permis sa contribution, la contribution de son mouvement donc à l'implantation des USMS, jusqu'à ce que, toujours de Bangui, on lui demande, avec d'autres forces extérieures, qu'on lui demande de s'éloigner de boire. Daras doit être à Bambari. Et je vous l'ai dit, il ne sera pas à Bambari comme un gouverneur ou comme un chef militaire. Daras doit être à Bambari pour nous permettre de démarrer le DDR. Alors, est-ce que le retour de Daras ne choquerait pas l'archevêché, ne choquerait pas les FACA, ne choquerait pas la population par rapport à la JIMA qui n'a pu se tenir? Mais vous ne me direz pas que nous sommes là pour parler du passé. Nous sommes là pour parler de l'avenir. Et je vous dis que nous sommes en train de créer les conditions pour tirer les bénéfices du retour de Daras à Bambari sous le contrôle de l'État. Ne continuez pas à parler du passé. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de la présence de Daras à Bambari et il faut éviter les supputations autour de cette question. Ce qui est sûr, les responsables des groupes armés qui ont commis des crimes, qui ont fait du tort aux Centrafricains, je l'ai toujours dit et je l'ai même dit sur RFI. La justice passera. Donc aujourd'hui, pour nous, nous regardons ce qui est important de par la présence de Daras à Bambari. Et j'exhorte nos compatriotes à donner la véritable explication, la belle explication que nous donnons. Que de dire que non, Daras revient à Bambari comme gouverneur, comme général ou je ne sais quoi. Daras revient à Bambari sans ses combattants, dans les conditions que je vous ai décrites ici, et pour les objectifs que je viens de vous décrire. Donc, il faut regarder le côté positif des choses. Maintenant, quant à sa responsabilité pénale et autres, vis-à-vis des communautés autres, en tant que de besoin, on en parlera. Voilà. Donc, regardez ce qui est positif. Positiver, regardez ce qui est positif que de nous attarder sur ce qui ne nous avance en rien. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui ne plaît pas à tout le monde. Mais je vous parle en toute responsabilité. Il y a des Centrafricains aujourd'hui qui poussent Sidiki, qui poussent Daras à sortir de l'accord parce qu'ils veulent qu'eux, ils reprennent la rébellion. Qu'on montre que rien n'a marché. Qu'on reprenne à nouveau l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Pour je ne sais quelle raison. Mais ceux-là, ils sont connus, je vous le dis, ils seront démasqués. Le moment venu,
nous allons les montrer en public et vous comprendrez. Mais c'est paradoxal et c'est inacceptable. Parce que lorsqu'on prétend aimer son pays, on ne peut vouloir que de son bien. On ne peut pas faire des choses qui puissent compromettre la bonne marche du pays. Nous avons aujourd'hui des défis. La population attend beaucoup des dirigeants. Et nous avons des questions économiques. Mais cela veut toujours ramener le pays en arrière. Donc le moment venu, lorsqu'on aura suffisamment de preuves, on va les montrer en public et vous les connaîtrez. Bon, alors, Guéré FM dit qu'aujourd'hui est sanctionné, mais est-ce que Daras sera sanctionné? Je vous ai dit ici que, sous l'autorité du président de la République, en accord avec les garants et les facilitateurs, nous allons tirer toutes les conséquences des dernières prises de position de Daras. Le temps n'est plus à la perfidie, à ce jeu de cache-cache. Et nous savons aussi que le peuple attend ça de nous. Mais je ne peux pas tout vous dire ici. Mais ce qui est certain, c'est que nous tirerons toutes les conséquences des dernières prises de position de Daras. Bon, maintenant on nous dit que nous avions annoncé que des mesures seront prises à l'encontre des positions de l'UPC à Bambouti, mais que depuis rien n'est fait. Dans le même temps, j'avais fait mention des difficultés que nous rencontrons pour régler ce problème. Vous savez que de Bambouti, il n'y a plus de route. Les gens avaient cassé tous les ponts. Les gens avaient cassé tous les ponts. Bambouti, pour aller à Bambouti, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, grâce au service de génie civil, génie militaire donc de la MINUSCA, une des parties de cette question est réglée. Et vous noterez aussi qu'il y a eu une tentative de prise de Obo qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché pourquoi? Parce que sous l'autorité du président de la République, nous avons renforcé les effectifs des FACA. À Obo, nous y avons envoyé des équipements. C'est pour qu'une partie de ces hommes soit déployée sur Bambouti. Donc, tôt ou tard, la situation de Bambouti sera réglée. Et je vous ai dit qu'à l'occasion du dernier huis clos, nous avons exigé de Daras qui se retire de Bambouti. Faute de quoi on prendra les mesures qui s'imposent. Je pense qu'on n'est pas loin de ça. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le processus électoral, c'est vrai qu'il y a eu des soucis à Kagabandoro, aussi dans la Waka, mais nous avons réglé. Nous avons personnellement intervenu pour que la mobilité des agents tablettes soit totale. On ne peut pas cacher ces difficultés, mais nous y travaillons et je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre. J'ai dit que notre pays est un état de droit. Il y a la liberté de s'exprimer, la liberté de s'associer. C'est reconnu par notre Constitution. Personne ne fait obstacle à cela. En même temps, j'ai dit que l'appel à manifester, à manifestation du groupe de travail de la société civile, suite à ce huis clos, appelant à une ville morte, j'ai réalisé que cet appel était hâtif. Parce que les responsables de ce groupement n'avaient pas connaissance de ce qui s'était réellement passé. Il y avait l'illusion que Daras est venu à Bangui se balader et était reparti sans résultat. Mais les faits par la suite ont montré que nous avons fait venir Daras pour attirer son attention sur la nécessité de respecter ses engagements, les engagements pris dans le cadre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. D'ailleurs, le communiqué publié par Daras le samedi dernier montre qu'il n'était pas venu à Bangui pour danser, s'amuser et repartir. Il a parlé des menaces proférées par le Premier ministre, il a parlé des pressions qui ont été exercées sur lui. Mais je dis que dans ce cadre-là, il s'agissait d'une mise en demeure sur l'obligation qui incombe sur lui de respecter un certain nombre de choses. Et donc, le développement de l'ensemble de la situation, me semble-t-il, est suffisant pour rendre inopportun cet appel à manifester. Et je vous ai aussi dit qu'aujourd'hui, j'ai rencontré la société civile ici pour leur dire que voilà ce qui s'est passé. Et que votre appel à manifestation, de mon point de vue, n'a pas de raison. Maintenant,
en tant que Premier ministre sous l'autorité du président, je ne peux pas accepter qu'on ramène encore les troubles dans le pays. Voilà. Si ces compatriotes tiennent à faire leur manifestation, il faut qu'ils le fassent dans le cadre des lois de la République. Dans le cadre des lois de la République. En tant que Premier ministre, je suis responsable du maintien de l'ordre public. Si l'objectif est de créer des troubles, d'empêcher des gens d'aller au travail, parce que mercredi est un jour ouvrable. Une ville morte, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'activité. Concrètement, c'est quoi? C'est d'empêcher ce jour, ceux qui veulent aller au marché, les femmes qui veulent aller vendre leurs légumes, les empêcher d'aller au marché vendre leurs légumes. Ceux qui veulent aller au travail, qui sont des fonctionnaires, les empêcher d'aller au travail. Nous avons réouvert les écoles. Les enfants qui sont en classe d'examen, qui veulent aller à l'école, ce jour-là, les empêcher d'aller à l'école. Le citoyen lambda qui veut prendre sa voiture, sa moto pour aller faire ses courses, ce jour-là, les empêcher de circuler. Ça, je ne l'accepterai pas. Voilà le message. Je voudrais préciser, sauf erreur de ma part, que dans l'avis de la Cour constitutionnelle, rendu sous la forme d'une décision, sur la question du glissement, parce qu'il y avait eu une proposition de loi pour tenter de réglementer des situations imprévisibles qui pourraient rendre impossible le respect du délai de l'organisation des élections. Cette proposition de loi avait été soumise à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a estimé qu'elle n'était pas conforme à la Constitution. Et c'est dans ce cadre que la Cour constitutionnelle a défini une procédure en disant que si se produit un événement imprévisible qui rend impossible le respect du délai d'organisation des élections, que l'ANE présente un rapport de situation, tout en proposant un nouveau chronogramme. Et que sur cette base, il faudrait organiser une concertation sur la question. Donc c'est dans ce contexte que l'idée de concertation a été émise par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, présentement, si on demande une concertation, ça ne correspond pas à l'idée de la Cour constitutionnelle. Ce n'est que quand l'ANE réalisera qu'elle ne pourra pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et sur la base de son rapport, qu'il faudrait envisager cette concertation. Voilà. Bon, vous savez, dans le pays, on ne va pas tout le temps faire des dialogues, des concertations. Il y a des questions qu'on pourrait gérer. Il faut aussi que l'État fonctionne de façon normale. On ne va pas tout le temps faire des concertations. Vous savez que derrière cette idée de concertation, vous comprenez l'objectif des uns et des autres. Bon, maintenant, mais il n'est pas aussi exclu que les Centrafricains puissent se rencontrer et se parler. Mais dans l'esprit de la Cour constitutionnelle, sauf erreur de ma part, ce n'est que dans les circonstances que je viens de décrire qu'on pourrait envisager cette concertation. Pas autrement. Voilà l'avis que je donne sur la question.